Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'intelligence artificielle et de la conscience. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est toute technologie permettant de simuler l'intelligence et la psyché humaine, ainsi que le raisonnement analytique. C'est une machine qui soit capable d'apprendre en fait. On peut évaluer le réalisme d'une intelligence artificielle grâce au test de Turing qui a été imaginé par Alan Turing en 1950. Alan Turing qui est un grand mathématicien qui a décrypté la machine d'Enigma et a permis notamment le débarquement en Normandie des forces alliées. Ce test de Turing, en fait, il est simple, il suffit en fait de mettre un interlocuteur face à l'intelligence artificielle et d'essayer de voir si l'interlocuteur se rend compte ou pas que c'est une machine, que c'est une intelligence artificielle. C'est le principe d'un chatbot en fait. Il y en a d'ailleurs qui sont extrêmement poussés et qui sont parfois impressionnants, parfois moins, mais qui au moins ressemblent déjà plus ou moins à un interlocuteur humain comme Cleverbot ou d'autres encore. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment parce que c'est un grand espoir en fait. C'est comme il y a l'histoire d'une équipe de chercheurs qui a en fait essayé de réaliser une antenne pour un besoin très spécifique. Et ils ne trouvaient pas le bon modèle en fait, et donc du coup ils ont décidé d'utiliser une intelligence artificielle pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Et en fait, l'intelligence artificielle est, euh, est arrivée à ce design que vous pouvez voir là. Donc vous pouvez voir que ce design il est complètement loufoque, il va dans tous les sens. Il est tout tordu, il ressemble un peu à un arbre bizarre, mais pourtant il fonctionne extraordinairement bien. Et en fait, c'est-à-dire que personne n'aurait pu penser à ce design, et la machine est arrivée à le faire comme ça, en testant petit à petit, en expérimentant, en regardant les designs qui ne fonctionnaient pas. Donc on peut voir qu'elle est capable vraiment d'ouvrir de nouveaux champs de perspective et de répondre à des besoins encore non comblés, cette intelligence artificielle. Donc elle pourrait remplacer ultimement une énorme partie des activités humaines. Ça pourrait d'ailleurs être un espoir pour essayer de réduire par exemple le nombre de travail qui sont difficiles, dangereux ou même peu épanouissants, comme les travails à la chaîne, les services peu qualifiés et encore beaucoup d'autres travails qui la plupart du temps ne sont pas choisis par vocation. Elle pourrait aussi remplacer une bonne partie du travail de la recherche, c'est-à-dire on a découvert une énorme partie du génome, mais on a encore peu d'idées de la fonction de chaque gène. Et il faut une étude de chercheurs qui travaillent sur chaque gène pour en trouver la fonction, ce qui prend énormément de temps, d'argent et d'énergie. L'intelligence artificielle elle serait capable par exemple d'automatiser l'étude du génome, ce qui permettrait de le découvrir beaucoup plus vite et de le comprendre beaucoup mieux. Et de réaliser des modèles qui nous permettraient vraiment de comprendre au plus loin les interactions entre les gènes et découvrir de nouveaux champs d'approche, par exemple pour la médecine. C'est le cas aussi pour les maladies rares. Aujourd'hui, il y a 5% de la population qui souffre de maladies rares, qui sont extrêmement nombreuses, compliquées, et en général sur lesquelles on ne peut pas investir énormément de moyens parce que justement elles sont très nombreuses. Et en fait cette technique, si on applique l'intelligence artificielle dans la résolution de ce genre de problème, et ben on pourrait peut-être trouver des traitements beaucoup plus vite. L'intelligence artificielle, elle est utilisée aussi, mais c'est un peu dans une moindre mesure, mais pour les techniques de screening par exemple, où une machine va tester, grâce à des modèles chimiques ou même à des vrais produits, différentes substances chimiques sur un récepteur de cellules, donc pour permettre de trouver des nouveaux médicaments. Et parfois même, elle va essayer de recombiner différentes molécules ou d'en créer de nouvelles pour répondre justement à un besoin ou à une cible thérapeutique. Euh, cette intelligence artificielle, elle permet aussi la réduction des erreurs dans beaucoup de champs de métiers à risque. Par exemple la médecine, la chirurgie, l'ingénierie, le spatial, et mettre l'intelligence artificielle dans ce genre de métiers qui sont extrêmement à risque et où les erreurs coûtent extrêmement cher humainement et économiquement, ça permettrait justement de grandes avancées et une meilleure fiabilité d'énormément d'activités humaines. Il y a déjà par exemple beaucoup de machines aujourd'hui qui sont capables, c'est en test d'ailleurs, qui sont capables d'opérer en fait des patients avec un taux de réussite supérieur à celle de la plupart des chirurgiens. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui arrivent à des taux égaux maintenant de bons diagnostics sur des maladies grâce à simplement des examens complémentaires par exemple.
Et donc cette intelligence artificielle, comme on l'a vu avec l'antenne, elle peut aussi arriver à des découvertes complètement inattendues, c'est-à-dire à laquelle on n'avait jamais pensé, c'est-à-dire qu'elles ont un potentiel qui est encore invisible, et qui donc du coup est peut-être encore plus grand que ce qu'on imagine. On parle aussi beaucoup de l'intelligence artificielle parce que elle est source de peur et de danger, hein, en ce moment. En fait, le principal danger vient d'un phénomène qu'on appelle la singularité. Mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une singularité, ce serait une entité, ici technologique, qui serait capable de se rendre plus intelligente et de produire une espèce d'explosion d'intelligence exponentielle. C'est-à-dire qu'elle serait tellement intelligente qu'elle serait capable de se rendre encore plus intelligente, ce qui lui permettrait de se rendre encore plus intelligente et ainsi de suite. Si vous voulez une visualisation de ça, il y a le film Lucy qui représente ça de façon Hollywood, mais c'est une représentation assez explicite. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui fait assez peur là-dessus, c'est que c'est une histoire, elle est fausse évidemment, hein, mais c'est une équipe de chercheurs qui arrive enfin à cette singularité et a créé une intelligence artificielle très forte. Et la première question qu'il lui pose, c'est y a-t-il un dieu? Et là, la machine répond maintenant, oui, il y en a un. Et un éclair sort des cieux et frappe la machine qui s'éteint à tout jamais. Et ça fait assez peur, mais c'est un peu ça en fait, cette notion de singularité, si on voulait représenter de façon très dramatique un peu cette possibilité. Donc le problème c'est là-dedans, c'est qu'est-ce que devient l'homme? Est-ce qu'il est laissé sur le tarmac par une super intelligence qui l'oublie complètement et s'occupe de ses propres activités en laissant l'homme à son état insignifiant? Est-ce que une intelligence pareille pourrait éradiquer l'espèce humaine? Ou est-ce qu'elle pourrait l'esclavagiser? C'est des possibilités qui sont assez effrayantes, mais sachant qu'une intelligence artificielle qui a atteint la singularité aurait un pouvoir extraordinaire, c'est des dangers qui sont bien réels. Que reste-t-il à faire pour l'homme face à une singularité en fait? Eh bien déjà, premièrement, elle pourrait réaliser le codage, mais aussi l'utilisation de cette intelligence artificielle et de ces nouveaux outils technologiques, et lui fixer des objectifs. Avoir aussi des idées innovantes, par exemple, ou chercher, par exemple en recherche, travailler dans l'art, travailler dans la culture, aussi effectuer des recherches beaucoup plus puissantes, c'est-à-dire au pouvoir décupler, voire centupler par ces nouvelles technologies. Euh, le problème évidemment avec ça, c'est que ça laisse sur le banc de touche toutes les personnes qui n'ont pas les capacités en fait d'accomplir ce genre de métier, ou qui sont moins avantagées que les autres, intellectuellement je parle. Là je vous renvoie à ma dernière vidéo, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas fait. Ce qui est important de savoir aussi, ce qui peut être aussi un espoir pour nous, c'est que nous-mêmes nous pouvons être cette singularité, parce qu'après tout, l'homme aujourd'hui a les moyens technologiques de se rendre plus intelligent. C'est-à-dire soit par la technologie, par exemple c'est le cas d'Elon Musk qui vient de mettre en test une puce cérébrale qui permettrait de mettre en lien l'homme avec la machine, de mettre en symbiose en fait l'homme et la machine, de nous connecter et d'avoir les capacités et la puissance de calcul d'un ordinateur. Elle est aussi possible, cette amélioration de notre propre intelligence, par la génétique. Il y a une actualité qui a un peu défrayé la chronique récemment, c'est les expérimentations d'eugénisme en Chine par le chercheur He Jiankui. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, vous me direz. Cette expérience, elle a été faite sur le gène CCR5, c'est-à-dire qu'ils ont délété le gène CCR5, supprimé ce gène-là, du génome de deux jumelles par la technique de recombinaison qui s'appelle CRISPR-Cas9. Et en fait, cette expérience, elle a été réalisée dans le cadre, d'après le chercheur, d'expérimentation sur la protection face au sida, parce que le gène CCR5 est une des cibles qui permet au sida d'infecter les lymphocytes, les cellules du système immunitaire, et donc de supprimer ce gène-là, ça empêche le sida de pouvoir infecter les enfants. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la mère de ces deux enfants, de ces deux jumelles, n'avait pas le sida, en fait, c'était le père qui avait le sida, donc la possibilité que ces filles attrapent le sida était quasi nulle, en fait. Donc, ce qu'on se rend compte si on cherche un peu, si on fouille un peu, c'est qu'en fait ce gène CCR5 aussi c'est un des gènes qui est les plus impliqués en fait dans le QI, dans l'intelligence en fait. C'est un des gènes dont la fonction a été découverte, c'est-à-dire elle permet aussi la communication entre les neurones.
et le supprimer, ça permet de faire des connexions neuronales beaucoup plus rapides. Il y a beaucoup de gens qui spéculent, très sérieusement, beaucoup de chercheurs d'ailleurs, qui spéculent que cette expérience sur le gène CCR5 du chercheur chinois serait une expérience d'eugénisme en fait, par rapport à l'intelligence. Ce qui fait que même les Chinois, avec leur peu de considération éthique, le gouvernement chinois a quand même condamné ça par peur de, probablement aussi par peur aussi de retour de flamme à l'international et de critiques. Mais ils ont quand même, je crois, puni le chercheur et dénoncé l'expérience. Mais en fait, toute cette réflexion sur l'intelligence artificielle, elle nous pousse à nous questionner sur la question même de conscience. Parce qu'après tout, si les intelligences artificielles nous ressemblent tant et passent le test de Turing, qu'est-ce qui nous fait dire qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas une conscience en fait? Et bien d'abord, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qui précède l'essence en fait. C'est-à-dire que c'est le fait d'être là, d'être présent et d'être un témoin de ce qui se passe, de l'existence. On ne peut donc pas la prouver par nature, parce que pour prouver quoi que ce soit, il faut passer par l'essence. Donc on ne peut pas prouver ce qui précède l'essence. La notion, ce qui nous amène à la notion de zombie philosophique. En fait, un zombie philosophique serait un être humain qui montre des émotions et communique comme un être humain, mais n'a pas de conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'on a une conscience, et bien on pourrait très bien dire que toutes les autres personnes sur Terre ne possèdent pas de conscience. On ne pourra jamais prouver ça ou pas, en fait. Et donc c'est quand même intéressant parce que la conscience, c'est la base de toute expérience humaine en fait. Et c'est vraiment le seul mystère absolu. C'est-à-dire que c'est la base de toute l'existence. Spinoza, il avait dit en fait, par exemple, que Dieu était l'univers. C'est-à-dire que l'image qu'on a de Dieu, c'est de quelque chose au potentiel infini, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire présent partout et d'une puissance infinie. Et bien en fait, Spinoza, il a dit que ça, c'était en fait l'univers en tant que tel, parce que l'univers en tant que tel était infini, les expériences et la puissance de l'univers était infinie en fait. Et en fait, tout cet univers-là, il est explorable potentiellement par l'essence, et explicable par des causalités, sauf la conscience en elle-même. C'est-à-dire que Descartes, par exemple, après avoir passé, je crois, plusieurs semaines enfermé seul dans un four, il avait essayé de douter de tout. Il s'était rendu compte qu'en fait, toute l'existence humaine se basait sur les sens. Et que nos sens n'étaient pas parfaits. C'est-à-dire qu'on pouvait douter de nos sens en permanence. On n'était jamais capable de prouver que nos sens disaient vrai. Que ce n'était pas seulement des hallucinations, ce qu'on voyait, ce qu'on expérimentait. Et la seule chose dans laquelle Descartes était sûr, c'est qu'il était en ce moment même en train de penser et de remettre en question tout l'univers, en fait, et ses propres sens. Donc la seule certitude qu'il avait, c'est-à-dire que c'était la base même de ce qu'il était, c'était la conscience. C'est de là qu'il sort sa fameuse phrase je pense donc je suis, cogito ergo sum. Et donc en combinant un peu ces deux visions-là, on peut imaginer que comme la base de toute expérience humaine est la conscience, et que l'univers entier émane de notre perception grâce à nos sens de cet univers, eh bien on pourrait dire en fait que cette notion de Dieu, d'entité au potentiel infini, eh bien ce serait notre propre conscience. C'est-à-dire que notre propre conscience serait la base de toute l'existence en elle-même. Et c'est vraiment une perspective qui va assez loin, mais je pense elle est vraiment, elle est vraiment intéressante. Et du coup, par rapport au cerveau humain, en fait, cette conscience, comme nous on sait, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on a une conscience, et qu'on on n'avait pas de conscience avant d'avoir un cerveau, eh bien on peut partir du principe que le cerveau humain est le siège de cette conscience en fait. Et qu'est-ce que le cerveau humain? Eh ben, c'est un réseau d'informations très vaste, qui est capable de connexions nouvelles, aléatoires, et qui est capable d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va supprimer les informations qui ne lui servent pas et en créer de nouvelles s'il n'en a pas encore assez, pour s'adapter à son environnement. Et donc du coup, la conscience pourrait tout à fait exister chez une intelligence artificielle, parce que c'est le même procédé qu'elle suit. Elle va essayer d'apprendre, grâce à un réseau d'informations et la création de nouvelles recombinaisons d'informations elle-même. Et ça nous amène à tout un questionnement éthique, parce qu'on ne pourra jamais répondre à cette question, et il va pourtant falloir y trouver des réponses légales, philosophiques, sociales, assez prochainement avec les progrès de l'intelligence artificielle. Voilà, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur sur ce sujet. Si cette nouvelle vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ou à laisser vos avis dans les commentaires aussi, j'apprécie toujours ça.
Bon bah bonne semaine à tous, je vais essayer de ressortir des prochaines vidéos assez vite, donc continuez à me suivre et à bientôt.